Bonjour à tous, bienvenue pour notre masterclass d'Édouard Wentrop sur le film Douce de Claude Autant-Lara. Merci beaucoup Édouard d'être avec nous aujourd'hui. Édouard, vous êtes actuellement directeur de programmation du Festival international du film indépendant de Bordeaux, mais on le sait tous, vous étiez à la quinzaine des réalisateurs pendant 7 ans jusqu'à maintenant à peu près, et vous êtes un habitué des rencontres cinématographiques de Cannes, je veux le dire, parce que ça fait pendant 20 ans que vous avez animé des ateliers critiques de cinéma, parce que vous étiez vous-même critique de cinéma à Libération pendant 26 ans. Et depuis, vous animez régulièrement des masterclass dans le cadre des rencontres cinématographiques de Cannes. Bonjour Édouard, et on vous laisse la parole. Bonjour, je vais laisser la parole au film tout de suite. Voilà, j'ai voulu montrer ce générique assez long, comme tous les génériques, et à l'époque, des génériques étaient en début de film. Et le premier plan, qui est un long panoramique sur Paris en 1887, en fait sur des maquettes, parce qu'à l'époque, dans les studios, on faisait de très belles maquettes. Le décorateur du film, c'est Jacques Cros. Jacques Cros était un très grand décorateur de l'époque. Bientôt, Claude Autant-Lara, le réalisateur de ce film, va faire équipe après la guerre avec Max Douy, et ça sera une des équipes les plus
marquantes du cinéma français. Et Autant Lara, d'ailleurs, avait une caractéristique qui est assez sympathique, c'est qu'il associait toujours ses collaborateurs à ses films. C'est-à-dire, sans doute, comme c'était quelqu'un de très orgueilleux, il devait penser au fond de lui que c'était un film avant tout d'Autant Lara, mais en fait, il a toujours dit qu'il n'y a pas de film d'Autant Lara sans Jean Orange, il n'y a pas de film d'Autant Lara sans Max Douy, on a pu dire ici sans Jacques Cros. Il a eu toujours un grand respect pour le travail des scénaristes, le travail des décorateurs, et là on voit qu'il y a un gros travail de décor. Et pour l'ensemble de ses collaborateurs, par exemple René Cloérec qui fait la musique du film, que je vous ai laissé longuement pour pouvoir l'apprécier. René Cloérec a travaillé 20 ans avec Autant Lara. Donc là-dessus, c'est une équipe, c'est une troupe. Et spécialement, je pense, même si Max Douy n'est pas encore là, dans les 4 films que Autant Lara fait pendant la guerre. Parce que Douce est un film de 1943. Donc c'est un film qui est réalisé pendant l'occupation. Alors je vais revenir un petit peu peut-être sur le cinéma pendant l'occupation assez rapidement. Mais c'est intéressant parce que dès le générique, on voit des personnages, des noms de gens qui ont eu des rôles divers pendant l'occupation. Le cinéma, donc la France s'effondre à la fin du printemps 1940. L'Allemagne occupe le nord du pays, le sud est une zone dite libre. Le cinéma va s'arrêter entre l'effondrement de la France et début 1941. Et puis il va reprendre début 1941 et ne plus cesser jusqu'à la libération. Et pendant la période, donc 41, 42, 43, 44, 220 films de long métrage vont être produits en France. 220 films, dont seulement une trentaine produits par une société d'inspiration allemande, même si elle est de droit français, la Continentale. Ce qui est aussi remarquable, c'est que sur ces 220 films, y compris les 30 films de la Continentale, il n'y a quasiment pas de films ni fascistes, ni de propagande. Évidemment, on peut sentir dans certains films l'idéologie pétainiste, travail, famille, patrie, un patriarcat fort ou des choses comme ça. Mais en fait, si on regarde l'ensemble des films, c'est même le contraire qu'on découvre. Il y a eu un livre étonnant écrit par 2 historiens du cinéma français qui sont Geneviève Sellier et Noël Birch sur le cinéma des années 30, 40 et début des années 50, qui montrait, alors ce film, ça s'appelle La guerre des sexes dans le cinéma français, je vais vous montrer là. C'est dans ce livre, ce qui est très très étonnant, c'est qu'on y découvre, et c'est très largement vrai, en tout cas c'est vrai dans ce film, que la période la moins misogyne, par exemple, du cinéma français, c'est la période de l'occupation. Alors pour des raisons diverses qu'on va détailler grâce à ce film, parce qu'il incarne à ce niveau-là beaucoup des trouvailles de Birch et Sellier, ou de Sellier et Birch. Donc, une des raisons, sans doute, c'est que le prestige des hommes, après la défaite de 1940, en a pris un coup. On peut difficilement glorifier le mal français après la déculottée prise en 1940 sur le front. Les femmes, elles, comme souvent dans ces périodes-là, prennent de plus en plus de place. Et donc, c'est un film comme Douce, c'est une des illustrations de ce phénomène. Si vous vous souvenez du générique, les 3 premiers noms qui y apparaissent, c'est Odette Joyeux qui joue le rôle de Douce, donc le rôle principal. Ensuite, c'est Madeleine Robinson.
qui joue le rôle d'Irène, la gouvernante, une jeune femme qui vient d'un milieu modeste dans le film. Et le troisième nom, c'est Marguerite Moreno, immense actrice qui a été sociétaire à la Comédie Française et qui est une actrice qui, à l'époque, a 71 ou 72 ans et qui, depuis l'âge de 20 ans, est une star du théâtre en France. Donc déjà, ce film est un film où les femmes ont ont le rôle principal. Mais mieux que ça, c'est une histoire de femme. Alors d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le film est réalisé par un homme. Les scénaristes Bost et Orange sont deux hommes. Enfin, l'équipe a l'air d'être entièrement d'hommes et c'est l'adaptation d'un roman d'un certain Michel Davet, donc apparemment un homme. Sauf que Michel Davet, en fait, c'est le pseudonyme d'Hélène Marty, qui était une écrivaine du sud-ouest de la France, elle était périgourdine. Et donc là, on sent quand même dans l'histoire qu'il y avait au moins dans la matière première une sensibilité féminine. Alors, toujours pour détailler ce qu'on a vu là, donc, ce qui est très important aussi, c'est que le film se passe en 1887. Enfin, très important, à deux niveaux importants. Un qui est justement du fait que ce n'est pas important, c'est-à-dire pendant la guerre, pour pouvoir parler librement de beaucoup de choses, notamment des rapports de classe et de sexe, parce que c'est ça dont il est question dans Douce, pour ne pas avoir problème avec la censure, qui est souvent très feignante. Si on fait un film en costume, la censure se dit, bon, si on parle de 1887, on ne parle pas de 1942 ou 1943, donc on peut laisser aller. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire le film a eu un problème avec la censure, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il n'a pas risqué d'être interdit en entier. Et c'est un film rude quand même, qui parle des rapports entre les maîtres et les domestiques avec une grande virulence. Mais comme ça se passe en 1887, pas de problème. C'est une idée Orange dans un livre de souvenirs et Autant Lara, on dit chacun d'ailleurs qu'ils avaient eu l'idée ensemble de faire les films qu'ils feraient pendant cette époque-là, ça serait des films en costume, pour pouvoir justement parler de beaucoup de choses, ne pas se sentir brimé, censuré, ne pas avoir la possibilité d'une censure. Et en fait, c'est vrai, les 4 films que Orange a écrit et que donc Jean Orange, le scénariste, et Claude Autant-Lara, le réalisateur, a tourné, les 4 films qu'ils ont donc mis sur pied pendant cette époque, c'est 4 films en costume. Le mariage de chiffon, qui est une merveille, qui est le premier film donc, de la série. Lettres d'amour, qui est aussi qui est un marivaudage aussi, où il y a les problèmes de relations de classe sont présents, mais ça se passe sous Napoléon III. Le mariage de chiffon, ça se passe au début du siècle, du XXe siècle. Et le troisième, donc, c'est Douce. Et le quatrième, c'est Sylvie et le fantôme. Alors, ça se passe dans un 19e siècle rêvé. Donc, voilà, on évite la censure grâce à ça. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça. Marcel Carné, qui avait fait Le jour se lève juste avant la guerre, pendant la guerre, il fait Les Visiteurs du soir, qui se passe au Moyen-Âge. Et puis après, un film qui sortira qu'à la Libération, mais qui tourne pendant la guerre, qui sont Les Enfants du paradis, que tout le monde connaît, et qui relate une histoire qui se passe au XIXe siècle. Donc c'est un moyen d'échapper à la censure, de montrer des films en costume. Bon, ça ne sera pas tout à fait le cas ici. Ils ont eu un problème avant projection d'une scène que je vous montrerai tout à l'heure, qui a été rétablie évidemment après la guerre, mais qui a été censurée à l'époque, ce qui n'a pas énormément gêné le film, sauf que c'est une des scènes les plus savoureuses de Douce. Donc je continue.
Et j'arrive à la fin de ce plan, donc le panoramique sur Paris, avec la Tour Eiffel qui est en construction. On est en 1887, elle va être finie en 1889 pour l'exposition universelle. Et ça se termine dans une église. Alors là, je vous ai coupé avant l'entrée dans l'église. Vous avez juste pu entrer subrepticement pendant quelques secondes. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi je suis resté jusque-là, c'est que la chanson, la musique est très importante dans le film. Hein, j'y reviendrai. René Cloérec, encore une fois, va rester 20 ans collaborateur d'Autant Lara. Autant Lara s'appuyait beaucoup sur lui pour donner une couleur à son film. Et là, donc, il y a la chanson du film qui passe, un peu d'amour, un peu d'espoir, une jolie chanson assez mélancolique. Et puis tout d'un coup, pouf, c'est Noël. Et des chants de Noël. Et ces chants de Noël, on va les entendre là et on va les entendre à la fin du film. Donc on peut penser qu'à sa manière très particulière, Douce est un conte de Noël. C'est un conte de Noël assez violent, mais c'est un conte de Noël. Voilà. Il va y avoir des morts, mais c'est un conte de Noël. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a dû faire énormément plaisir à Jean Orange, scénariste anarchisant, et à Autant Lara, réalisateur anticlérical. Donc, Orange et Autant Lara partageaient beaucoup de choses. Ils n'ont pas eu le même parcours politique, mais ils partageaient énormément de choses. Et notamment ça, un anticléricalisme assez virulent. La scène qui suit, que vous avez vue, j'espère, c'est la scène du confessionnal, où quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, parce qu'elle est de dos, mais on sait que c'est une femme, ne serait-ce qu'à la voix, confesse un amour pour quelqu'un qui n'est pas de sa classe. Donc on comprend que c'est une personne riche, jeune, parce qu'on l'entend, riche parce que, d'après son discours, qui est amoureuse en fait d'un domestique. D'ailleurs, c'est ce que le curé, qui est en train de la confesser, va réussir à lui extorquer comme aveu, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse d'un domestique. Et donc très vite, on a à peine eu 5 minutes dans le film, l'intrigue est installée, c'est-à-dire c'est un problème, c'est une histoire d'amour, sans doute de sexe, ça on le verra après, parce que les animaux qui sont en jeu sont très beaux et on voit bien la tresse sexuelle qu'il peut y avoir entre Roger Pigault, Madeleine Robinson et Odette Joyeux, et de classe. C'est-à-dire, en gros, il y a un certain nombre d'histoires d'amour qui sont interdites parce que la différence de classe doit les interdire. C'est en tout cas ce qui est dit. C'est dit donc dans un confessionnal de 1887. Croyez-moi, c'est encore vrai en 1942 et croyez-moi, c'est encore sans doute vrai aujourd'hui. Voilà, donc le film est tout de suite raconte ça, raconte cette opposition de classe qu'on va retrouver ensuite à l'intérieur d'une maison, la maison des Bonafé, puisque assez vite on comprend. D'abord, il y a une ambiguïté. On se demande si la personne, quelle est la personne qui se confesse. Et Autant Lara, dans sa mise en scène, joue sur cette ambiguïté. On ne découvrira vraiment que c'est Douce qui est en train de se confesser qu'au bout d'une dizaine de minutes de film. Au départ, ça peut être ou elle ou sa gouvernante Irène. Après, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne serait pas logique que ce soit sa gouvernante, mais au moment où le film se déroule, on a cette ambiguïté, ce petit suspense. Voilà, on découvre alors la maison du comte et de la comtesse de Bonafé. Le comte et sa mère, la comtesse et sa mère. Le comte est veuf. Et donc, après le curé, le premier personnage masculin, bon, il y a aussi le bedeau qu'on a vu au départ, mais qui n'a pas une grande importance, d'autant plus qu'il ne sait pas parler. Donc le premier personnage masculin important, qui est le comte,
qui est joué par Jacques de Boucourt et là, on retombe sur la thèse de Birch et Sellier, qui va apparaître comme c'est un conte, un noble, un personnage d'une gentillesse et aussi d'une insignifiance incroyable. C'est-à-dire, il a très important, il est unijambiste, donc déjà, il est mutilé. Geneviève Sellier dirait c'est un père châtré, parce que c'est le comte et le père de Douce. Donc, et Douce a beaucoup d'amitié, si on peut dire, pour son père, une forme d'amour doux, mais elle n'a aucun respect pour lui. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui ait beaucoup de respect pour le comte. La seule qui a un petit peu de respect, c'est la femme dont il est amoureux, qui est Irène, jouée par Madeleine Robinson, qui est donc comment on dit, la gouvernante de la maison, et qui, elle, si cette histoire d'amour aboutissait, pourrait changer de milieu social. Mais pas de chance, entre guillemets, Irène est aussi amoureuse de l'homme qui est chargé de ramasser les fermages, Fabien, qui est joué par Roger Pigault. Et là encore, on se retrouve, donc c'est le fameux domestique dont Douce aussi est amoureuse. Donc on se retrouve avec un conflit. Irène et Douce sont amoureuses du même homme. Douce absolument, dans le sens où, du moins on croit absolument, on verra par la suite que peut-être pas, mais enfin absolument, elle n'a que lui en tête. Irène, elle a lui en tête ou dans la peau, et en même temps, elle se sent un petit peu attirée par le comte. Donc, parce que le comte, c'est pas une attirance physique, mais c'est une attirance sociale. C'est-à-dire, si elle se marie avec le comte, elle change de statut social. Voilà, donc là, on se retrouve encore avec une autre occurrence des marxistes de la belle époque, de lutte de classe, c'est-à-dire en tout cas d'antagonisme de classe. Donc on a Fabien, celui qui s'occupe de ramasser les fermages, parce que la richesse, une partie de la richesse des Bonafé, c'est des terres qu'ils ont en province. Et donc, lui, il est chargé de ramener l'argent. C'est toute une histoire du début du film que je ne vous raconterai pas. Mais enfin, voilà, c'est un homme du peuple. C'est pas un domestique au sens d'aujourd'hui, mais c'est un domestique au sens de la noblesse. Qui est aimé par la fille de la maison, donc par une aristocrate, et par la gouvernante qui elle-même vient du peuple, Irène, jouée par Madeleine Robinson. Voilà, et ça, c'est des thèmes qu'on retrouve dans le cinéma d'Autant Larrane, surtout quand il est écrit par Orange. Et là, en plus d'Orange, il y a un deuxième larron pour le scénario, un ami d'Orange qui l'a fait venir pour l'aider à écrire notamment les dialogues, qui est Pierre Bost. Voilà, Bost, Orange, c'est un couple d'écrivains de cinéma qui va travailler jusqu'au bout avec Autant Lara, c'est-à-dire jusque dans les années 60, mais qui va aussi travailler pour d'autres gens, et notamment pour les premiers films de Bertrand Tavernier, puisque Tavernier avait d'ailleurs toujours une très grande admiration pour ce qu'a fait Orange et Bost. Donc tout ça, c'est fait un film quand même qui a un potentiel explosif assez important. C'est un drame, c'est même un mélodrame qui se terminera très très mal. Ce qui n'était pas le cas dans le roman de Michel Davet. L'adaptation a noirci la fin. Dans le roman de Michel Davet, la fin était plutôt déceptive, tandis que là, elle est spectaculaire, puisque ça se termine, et c'est pour ça que ça se passe en 1887, dans l'incendie de l'Opéra Comique, donc, qui a eu lieu effectivement en 1887. Enfin, ça ne se termine pas exactement là, c'est là que la dernière occurrence, le dernier événement a lieu qui fait que, qui donne la leçon de ce film. Ce qui est intéressant encore une fois dans ce film, c'est que les femmes sont extrêmement actives. Chacune, d'ailleurs, elles ne sont
pas égale, puisque Marguerite Moreno, c'est comme la surnomme Douce, sa petite fille, c'est le roi, donc elle est la maîtresse de maison, elle dicte tout. Douce, c'est la rebelle, c'est-à-dire elle n'accepte pas ce qu'on lui impose. Elle voudrait partir avec Fabien, avec donc le prolétaire, entre guillemets. Et Irène, entre les deux, est la gouvernante. Elle a un lien ancien avec Fabien et à la fois, elle est tentée par l'ascension sociale que représente le comte. Les deux hommes, c'est deux hommes très différents. Il y a donc le comte qui est une sorte d'homme diminué. Il explique en plus, il n'a pas été diminué, il n'a pas perdu sa jambe, il ne l'a même pas perdu à la guerre, il l'a perdu dans un accident de cheval. Très significatif du ton du film et qui est en fait aussi la seule scène qui a été mutilée par la censure. Alors là-dessus, il y a plusieurs versions, c'est-à-dire l'une, c'est que Pierre Gerlet, le producteur du film, qui était pro-nazi, l'aurait fait sauter lui-même, enfin, aurait fait sauter cette scène lui-même sans attendre la censure. L'autre version, c'est que c'est la censure qui a retiré une partie de cette scène. Toujours est-il qu'en 1945, quand le film est ressorti, on a remis cette scène et qu'aujourd'hui, on connaît le film avec cette scène. Je vais vous montrer donc cette scène. Elle rit ou elle pleure? C'était là-bas, monsieur. Il y a des moments où les filles sont bien toutes seules. Allez au cirque. Oh, Madame la comtesse. Bonjour, ma bonne Thérèse. Et oui, c'est encore moi. Je me disais, voilà Noël qui approche. Madame la comtesse ne va pas tarder. Mademoiselle, monsieur. Eh ben, ma bonne Thérèse, ça n'est pas trop changé chez toi. Toujours des animaux. Oh, ma bonne Thérèse, tu n'es pas raisonnable. Toi qui arrives à peine à te nourrir. Avec les gens, ça s'arrange. Oui, c'est ça. Le chat mangera les oiseaux et qu'est-ce qui mangera le chat? C'est toi. Oh, tu mangeras quand tu n'auras plus rien. À moins que cette fois-ci, tu manges. Tiens, ton mari est encore là. L'an dernier, il n'était pas brillant. Maintenant, il est presque toujours. C'est Madame la comtesse. C'est laquelle? Madame la comtesse de Bonaparte. Oh, il faut l'excuser, ils vont enregistrer là. Vous allez bien vous asseoir un peu. Ma bonne Thérèse, je suis venue te souhaiter un heureux Noël et t'apporter un petit journée. Oh, Madame la comtesse, c'est trop bon. Passer la seule et l'excuser. Seulement, je vais te demander de choisir, parce que tu comprends, tu n'es pas la seule. Qu'est-ce qui te manque le plus? Mademoiselle, passer le sapin et les mandarines. Et voilà, tu vas avoir ton petit arbre. Oh, Madame la comtesse, c'est ça le plus beau. Vous vous rappelez chez Monsieur l'abbé du manoir, on faisait aussi une crèche avec un Jésus, un âne, un bœuf. J'en ai apporté un morceau. Pardon. De base. Marani, vous avez le pot-au-feu? Oh, Madame la comtesse, c'est bien vol. Pot-au-feu? Oui, je connais. Et je vais te chauffer ton pot-au-feu. Mademoiselle, voulez-vous chauffer le pot-au-feu, s'il vous plaît? C'est incroyable. Vous n'avez pas l'air de vous intéresser à ces braves gens. C'est pourtant pas difficile de chauffer un pot-au-feu. Tu as bien ton nom, Thérèse. Attendez, j'y vais. Laisse-le. Vous en quittez de moi. Il travaille pour toi. Marani, vous avez allumé un feu, je suppose. Au revoir, au revoir. Il faut prendre au revoir. Mais tais-toi, c'est
n'a pas l'air de savoir. Il faudra qu'elle apprenne. Si elle se marie, elle n'aura pas des domestiques pour la servir. Oui, oui. Tu vois, ma bonne Thérèse, voilà le grand malheur des institutions. Elles ne savent plus vivre ailleurs que chez les autres. Et elles oublient les dures obligations d'existence. Et quand elles prennent un mari, elles ne savent même pas lui faire cuire un pot-au-feu. Vous êtes payé pour donner des leçons pour en recevoir. Tu prends pas ça encore longtemps? Non. Ce feu est allumé, enfin. Ma bonne Thérèse, je te quitte. En te souhaitant un joyeux Noël et à ton mari. Joyeux Noël! Et moi, je voudrais Dieu qu'il vous garde en vie longtemps. Longtemps. Pour le bien des pauvres gens. Je te souhaite la patience et la résignation. Et vous, ma petite dame, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Mettez-lui l'impatience et la révolte. Voilà. Alors, ce qui a été coupé, c'est la fin de la scène, enfin ce qui avait été coupé. Je te souhaite la patience et la résignation, et ensuite Roger Pigault qui passe par derrière et qui dit souhaitez-lui la révolte, l'impatience et la révolte. Évidemment, ça passait assez mal. Je reviens au bout de scène qu'il y avait avant cette scène-là, où on voit Douce monter dans sa chambre en riant et en pleurant, en mêlant les deux, ce qui va rendre difficile la réponse à la question du comte de Bonafé. Est-ce qu'elle pleure, est-ce qu'elle rit? Elle fait les deux. Donc, et là, on voit le rapport qu'il peut y avoir dans cette famille entre les femmes et les hommes. Quand donc Jean de Bucourt, qui joue le comte, vient demander à l'autre gouvernante, c'est-à-dire celle, on peut dire la principale domestique de la maison, qui est jouée par Gabrielle Fontan, si elle pleure ou si elle rit, celle qui donne les ordres, enfin, le personnage qui donne les ordres, c'est pas le comte, c'est la domestique, parce que c'est une femme. Là-dessus, dans le film, entre les hommes et les femmes, et notamment dans cette famille, c'est très clair. Les femmes donnent les ordres. Donc, même la domestique, elle donne un ordre au comte, allez-vous-en, allez au cirque, ne restez pas là. Ça vient après une scène où le comte a avoué à sa fille, jouée par Douce, qu'il était amoureux de Irène, qu'on retrouve donc dans la scène d'après. Irène, c'est donc la gouvernante qui amène avec Marguerite Moreno, qui joue, elle, la comtesse de Bonafé. Et on voit Marani, Fabien, qui est donc qui s'occupait, qui est l'homme à tout faire en province de la famille, qui surtout s'occupe de ramasser les fermages. Là, ils apportent donc à des pauvres des cadeaux de Noël. Et là encore, on voit la gradation des rôles, c'est-à-dire la comtesse qui est toute puissante, c'est d'ailleurs assez savoureux, mais c'est pas très gentil, mais c'est très très savoureux, joué par Marguerite Moreno, immense actrice encore une fois. Puis Irène, qui elle est soumise, en tout cas au diktat de sa patronne, et l'homme révolté du film, qui est joué par Roger Pigault, donc Fabien Marani, qui va être le ferment aussi de la révolte de Douce, puisque Douce, dans la dernière partie du film, part avec lui. Et lui n'est pas soumis. Lui, c'est un impatient révolté. Donc, c'est le seul personnage masculin impatient et révolté. Tous les autres sont dans le moule. Lui, non. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'il y avait une certaine réalité qui était recouverte par le film. C'est Pigault était résistant, et résistant communiste à l'époque, dans un milieu, le milieu des acteurs et du cinéma, où il n'y a pas eu un nombre faramineux de résistants. Lui, il était résistant.
Voilà, ce qui prouve aussi que pendant la guerre, pendant l'occupation, il y a des acteurs et même des réalisateurs résistants qui ont travaillé. Des réalisateurs résistants, il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même. Le plus célèbre de l'époque, en tout cas, c'était Christian Jacques, qui a été même chef d'un réseau de résistance. La plupart des réalisateurs, en fait, travaillaient au cinéma et ne résistaient ni ne collaboraient. C'est le cas de Autant Lara. Autant Lara, c'est son troisième film officiel. En fait, il a déjà dirigé des films, il a une carrière déjà assez importante comme homme de l'ombre. C'est-à-dire, on est en 1943, il est né en 1901, il a donc 42 ans, c'est son troisième long métrage avec son nom écrit comme réalisateur. Donc derrière, je vous rappelle, Le mariage de Chiffon, donc en 41, et Lettres d'amour en 42. Mais en fait, il a déjà fait 2 films avant-guerre, mais comme conseiller d'un cinéaste qui était en fait un producteur qui s'appelait Maurice Lehmann, dont un est un film très célèbre, Fric Frac, une comédie. Mais même avant, il a travaillé en Angleterre, il a fait un film notamment en Angleterre qui n'est pas très très bon, et il a travaillé à Hollywood à la fin des années 20, au début des années 30, c'est-à-dire au début du parlant, pour faire des versions françaises de films américains, et notamment des derniers longs métrages de Buster Keaton. Donc c'est quelqu'un qui a une longue carrière déjà derrière lui, mais comme second couteau. Et qu'est-ce qui fait qu'en 1941, il peut tout d'un coup accéder non seulement à faire des films, mais en son nom propre? C'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de cinéastes français qui ont quitté la France au moment de la défaite. Des grands noms, les plus grands noms du cinéma, à part Marcel Carné, sont partis. Jacques Feder est parti. Renoir, Jean Renoir est parti. Julien Duvivier est parti. René Clair est parti. Max Ophuls est parti. Alors, certains, comme Jacques Feder, parce qu'il ne pouvait pas supporter de travailler pour les Allemands. D'autres, comme Jean Renoir, c'est presque un hasard heureux, puisque Renoir, en fait, voulait travailler pour Pétain. Il a envoyé des lettres aux responsables de la culture pour dire qu'il était prêt à travailler pour eux. Quand il a été invité aux États-Unis, il est parti aux États-Unis. Du coup, ça lui a évité de faire de la collaboration. Et il est devenu une sorte de héros du cinéma français, alors que sur cette période-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas extrêmement clair. Duvivier et René Clair, ils sont partis parce que leur femme était d'origine juive, et donc ils ne pouvaient pas rester dans un pays où les lois antisémites ont été très vite édictées. Ça a laissé la place pour une nouvelle génération de cinéastes. Et c'est en effet, Autant Lara est l'un des tout premiers nouveaux cinéastes qui s'imposent à cette époque-là. Mais il n'est pas le seul. Il y aura Jacques Becker et il y aura Clouzot. Donc, ce n'est pas des petits noms qui vont apparaître à ce moment-là. Hein. C'est des cinéastes qui vont devenir des cinéastes très importants, là pendant la guerre déjà, et puis dans l'après-guerre. C'est une période donc où étrangement il y a une ouverture du cinéma français. C'est bizarre hein, de dire ça alors que c'est l'occupation et qu'on sait à quel point cette occupation a été dure pour les Français, mais pas pour le cinéma. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 220 films tournés en 4 ans. Bon, c'était moins qu'en dans les années 30, mais c'est quand même encore très important. Les salles de cinéma étaient pleines. En plus, il n'y avait plus la concurrence américaine. Donc, les salles de cinéma étaient pleines pour les films français. Donc, pourquoi les salles de cinéma étaient pleines? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Pensez que si, en période de confinement, la seule chose que vous pouviez faire, c'était d'aller au cinéma, vous seriez tous au cinéma en ce moment. Et donc, les salles de cinéma étaient pleines. Donc, tous les films français, sûrs de leur succès, Orange raconte dans ses mémoires que c'est une période à ce niveau-là bénie.
quand on faisait des films, on savait qu'il y aurait des spectateurs. Il ne faut pas oublier que non seulement donc, c'était une des rares possibilités de s'évader, entre guillemets, de changer les idées, mais en plus, c'était un des rares lieux où il faisait un peu chaud en hiver. Donc, le cinéma français a vécu, bon, alors je tords le bois de l'autre côté, mais presque un âge d'or pendant cette période-là. Alors, il faut modérer parce que, évidemment, les Allemands ont essayé de se servir aussi beaucoup des acteurs, des réalisateurs français pour leur propagande, pas pour faire des films de propagande, mais pour, par exemple, le fameux voyage à Berlin en 1942, je crois, où il y a de nombreux réalisateurs et de nombreux acteurs qui y vont. La moitié sont allés à Berlin contraints et forcés, c'est-à-dire, selon la fameuse phrase de Francis Blanche dans Babette s'en va en guerre, nous avons les moyens de vous faire parler. Ben là, ils avaient les moyens de les faire aller à Berlin et ils utilisaient ces moyens-là. Maurice Tourneur a tourné pour la Continentale, forcé, contraint et forcé. Bon, il a fait des films magnifiques, notamment La main du diable, mais Greven, qui était le patron de la Continentale, des fois avait des moyens de rétorsion, des moyens de chantage sur Edwige Feuillère, par exemple, ou donc sur Maurice Tourneur, qui était assez infect. Donc, voilà, c'était pas non plus le paradis, mais quand même, le cinéma fonctionnait, les gens allaient voir les films, ils s'enthousiasmaient pour les films, il y avait une presse cinématographique. Il y a des gens qui commençaient à écrire, comme André Bazin, d'autres qui écrivaient depuis pas mal d'années. Un des critiques vedettes de l'époque était un fasciste, Lucien Rebattet, qui signait François Vineuil. Et François Vineuil, justement, était un grand fan de Claude Autant-Lara. Il adorait les films d'Autant-Lara parce que ça, c'est une curiosité, enfin, c'est une caractéristique du mouvement fasciste, c'est que pour eux, Pétain était un modéré. La morale que défendait le pétainisme, travail, famille, patrie, c'était pour eux une morale bourgeoise. Et eux, ils aimaient les dénonciations sociales et ils trouvaient, notamment dans Douce, cette dénonciation sociale. Voilà. Mais il y a aussi des gens de gauche qui aimaient Autant-Lara, et c'est d'ailleurs tout le drame d'Autant-Lara, si on peut dire, d'être un homme extrêmement ambigu qui a fasciné à un moment la gauche, mais qui était profondément quelqu'un de droite, et il l'était même quand il était à la direction des syndicats CGT du spectacle après la guerre. Il est resté pendant pas loin de 15 ans, 13 ans à la tête de la Fédération du spectacle, puis il l'a quitté après la guerre. Donc il était très proche des communistes, parce qu'à l'époque, la CGT était un syndicat inspiré largement par le Parti communiste français. Mais dans son cœur, il était avec eux parce qu'il était avant tout anti-américain. C'est quelqu'un qui a... On en trouve comment on pourrait dire, un indice dans un article de François Vineuil, donc de Lucien Rebattet, au moment de la sortie du Mariage de Chiffon, c'est-à-dire le premier film que fait Autant-Lara sous son nom. Vineuil écrit enfin, Autant-Lara peut faire des films, et en plus c'est un bon film, et on est très content parce qu'on sait comment il a été... il a eu du mal à faire des films avant. En fait, Autant-Lara avait déjà eu des sorties antisémites, sans doute, à la fin des années 30. Et il a eu des problèmes à ce moment-là, parce que dans le cinéma français, ça ne se portait pas, en tout cas de manière aussi ouverte que peut-être dans les années 40. Alors c'est ça le paradoxe avec Autant-Lara, c'est que dans les années 30, sans doute, il s'est grillé en sortant des discours antisémites, et puis pendant la guerre, il a été parfait, c'est-à-dire il n'a pas fait un acte de collaboration, il a refusé de travailler pour la Continentale parce que c'était les Allemands, il a caché Jean Wiener,
qui était un musicien juif, et il a travaillé avec des gens qui étaient des résistants. Donc, c'est un personnage très paradoxal, Autant Lara, qui va refaire parler de lui du côté de l'antisémitisme dans les années 70-80 et 90. Il est mort en 2000 à l'âge de 98 ans. Mais bon, il sortait ses sorties antisémites violentes et insupportables. Il les émettait à des moments où ce n'était pas dangereux réellement pour les victimes de ces discours. Entre 1940 et 1944, on a essayé de trouver des petites bêtes, mais on n'a rien trouvé. Il a été clean, comme on dirait aujourd'hui. Il n'est pas tombé dans ces travers-là. Il était entouré, il faut le dire, par des gens qui l'empêchaient de faire des conneries. Jean Orange, qui lui était, même s'il n'a pas fait de la résistance, il était très à gauche, donc anarchisant, on pourrait dire. Pierre Bost, que Autant Lara n'aimait pas parce qu'il était protestant, la vieille haine des gens d'extrême droite contre les juifs, les protestants, les francs-maçons et les métèques. Ben là, Bost était protestant, donc il n'aimait pas beaucoup Bost, mais Bost a écrit quand même, c'est lui qui écrit la majorité des dialogues de Douce, donc, et ensuite des autres films d'Autant Lara jusqu'à la fin. Orange faisait la structure des dialogues et Bost écrivait la structure des scénarios, et Bost écrivait surtout les dialogues. Ils imaginaient ensemble l'idée du film, mais ensuite ils se séparaient. Enfin, ils travaillaient toujours ensemble, mais chacun avec une spécialité particulière. Ghislaine Auboin, qui était Ghislaine Autant Lara, la femme d'Autant Lara, dont on est à peu près sûr qu'elle a eu une influence positive sur Autant Lara, c'est-à-dire qu'elle l'a empêché de dire des conneries. Tant qu'elle était là, il n'a pas dit grand-chose comme conneries, sauf dans la fin des années 30, mais on sait qu'à ce moment-là, elle s'est fâchée avec lui, elle aussi. Et elle est morte en 65, et les conneries commencent à la fin des années 60. Donc, Ghislaine Auboin, qui était sa collaboratrice principale, qui a été son assistante pendant très longtemps, et son inspiratrice dans le sens où il travaillait aussi aux idées, enfin, elle faisait partie de ce petit aéropage qui faisait ces films. Elle a été très, très importante et on n'a pas encore assez souligné peut-être son rôle positif. Voilà. Et d'autres gens, parce que le milieu du cinéma, tout en n'étant pas très résistant pendant la guerre, il y avait quand même des résistants, il y avait très peu de collaborateurs, et c'était un milieu qui était devenu un milieu de gauche depuis le Front populaire, on peut dire. Et donc, pendant la guerre, notamment les jeunes techniciens, ils avaient quand même des inclinations à gauche et ils n'auraient peut-être pas aimé travailler pour un cinéaste collaborateur. Orange le dit lui-même, tous les cinéastes collaborateurs, il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient nuls et donc personne ne voulait travailler avec eux. Donc tout ça a permis sans doute à Autant Lara, comme quoi on n'est pas seulement ce qu'on est, on est aussi ce qu'est son entourage. Il s'est trouvé dans un champ, si on peut dire en termes de sociologie, il s'est retrouvé dans un champ qui ne lui permettait pas d'exprimer des sentiments qu'ensuite il a exprimés à la fin de sa vie. Et dans ce film, la seule chose qu'on peut voir, c'est un film de révolte. Et ce film a été considéré pendant très longtemps comme un film, on pourrait dire, de gauche, très paradoxal par rapport à l'époque où il a été produit. Et je pense que c'est une réalité parce qu'un film ne s'est pas fait seulement par un réalisateur. Je suis personnellement complètement opposé à la politique des auteurs. En tant qu'on pense que les auteurs, c'est uniquement les réalisateurs. C'est un film qui a été très bien écrit par Orange et Bost. Et quand on lit, encore une fois, les mémoires d'Orange, on voit à quel point il a participé à la décision, et même sans doute il a été à l'origine de la décision de faire ce film, d'adapter ce roman de Michel Davet.
Le musicien René Cloérec est important aussi dans le film. Les acteurs, et là je suis désolé, j'ai oublié de parler de l'actrice principale, qui est une merveille, qui est Odette Joyeux, qui est non seulement une merveille, mais qui incarne réellement ce mélange de fragilité et de révolte. Et Odette Joyeux, c'est les films qu'elle a fait avec Autant Lara, qui sont ses meilleurs films, comme les films qu'a fait Autant Lara avec Odette Joyeux, qui sont les meilleurs films d'Autant Lara, notamment Douce. Et Odette Joyeux avait ceci aussi d'extraordinaire, c'est qu'elle joue le rôle d'une fille de 16 ans, elle est totalement crédible, elle en a 28 quand elle tourne ce film. C'était une actrice formidable qui avait été formée d'abord à la danse. Et là, je vous conseille de lire. Il y a un chapitre dans ce livre de Beth Fitzgerald, j'essaie de le cadrer, donc qui s'appelle Jeunes premiers et jeunes premières sur les écrans de l'occupation. Il y a un chapitre entier sur Odette Joyeux qui est passionnant parce qu'on voit son évolution. Dans le film, elle explose, elle est vraiment... enfin, le film, c'est un film d'Odette Joyeux aussi. À un moment, les acteurs sont aussi les auteurs du film. C'est un film, on pourrait dire, d'Odette Joyeux, de Marguerite Moreno. C'est vraiment les deux personnages, les deux actrices qui explosent dans ce film. Et Odette Joyeux était à cette époque-là la femme de Claude c'est la mère de Claude Brasseur, mais c'était la femme de Pierre Brasseur. Pierre Brasseur était donc un très grand acteur de l'époque, mais il était impossible à vivre et elle ne vivait déjà plus avec lui. Et par contre, elle a rencontré sur les tournages de Claude Autant Lara l'homme qui a été le grand amour de sa vie, qui est le chef opérateur. Et là, encore une fois, c'est aussi un des créateurs des films, le chef opérateur qui s'appelait Philippe Agostini. Et Philippe Agostini est devenu l'homme avec lequel elle a partagé sa vie à partir du premier film qu'elle a fait avec Autant Lara, c'est-à-dire Le mariage de chiffon. Voilà. Je pense qu'on sent que j'aime le film, Douce, mais c'est, je pense, personnellement, un des meilleurs films d'Autant Lara, qui pour moi, malgré toutes les conneries qu'il a pu raconter dans sa vie, reste un des plus grands cinéastes français, pour les raisons que je vous ai dites, notamment parce qu'Autant Lara, ce n'est pas le nom seulement d'Autant Lara, mais c'est le nom d'un groupe dans lequel il y a Autant Lara, Orange, Bost, Agostini, là, Odette Joyeux et d'autres, parce que le cinéma, c'est un art collectif. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Édouard. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a des questions dans l'Assemblée ou est-ce qu'on arrête là? Alors, Françoise, voilà. Tu voulais une question? Oui, bonjour. Vous nous avez dit que la fin du film n'était pas la fin du livre. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors, comment déjà peut-être c'est-à-dire la fin du livre, elle part avec Fabien, Douce part avec Fabien, et elle s'aperçoit en vivant avec lui que c'est pas du tout l'homme qu'elle pensait que c'était, et que, comme il est dit dans le film, il a décidé de partir avec elle. L'incendie n'existe pas dans le livre. L'incendie de l'Opéra Comique n'existe pas. Elle part vraiment avec lui, elle s'installe et elle s'aperçoit que c'est pas un homme pour elle, et tout rentre dans l'ordre. Sa famille arrive à la joindre. Fabien meurt par accident et elle va se marier avec quelqu'un de son milieu. Voilà la fin du livre. Alors on voit que c'est très très différent et on voit pourquoi là. C'est-à-dire une fin pareille ne pouvait plaire ni à Orange, ni à Bost, ni à Autant Lara. C'est eux ce qu'ils voulaient, c'est une fin qui montre quelque chose de dramatique, que c'était. Ils voulaient surtout soutenir le personnage de Douce, c'est-à-dire Douce qui rentre dans le rang, c'est pas possible. Donc ils se sont posés à un moment la question de terminer autrement, mais pas aussi tragiquement que dans le film.
C'est-à-dire, elle serait rentrée, puis elle était matée, mais c'était une victime. Et ça non plus, il ne voulait pas. Il ne voulait pas non plus qu'elle soit une victime. En tout cas, à ce niveau-là. Elle voulait que donc, sa fin soit une fin explosive, ce qu'elle est un peu, puisqu'elle meurt dans l'incendie en ayant décidé de s'en aller, de retourner chez elle, oui, mais elle ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, il n'y aura pas la défaite. Les deux autres fins, celle du livre et la première imaginée, donc avec, enfin l'autre, en tout cas l'autre fin imaginée avec un retour à la maison, ça se terminait par une défaite de douce. L'incendie, c'est pas une défaite de douce, c'est un drame. C'est aussi le fait que cet antagonisme ne peut pas être dépassé. Donc, c'est laisser ouvert, même béant, une blessure. Béante, une blessure. Et je pense que la dramatisation de la fin par Orange Bost et Autant Lara va dans le sens justement d'un conflit qui ne peut pas être résolu. Et ça, c'est totalement dans le style des trois, enfin surtout de Orange et d'Autant Lara. J'ai répondu à votre question? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut dire que… Est-ce que je peux reposer une dernière question? Bien sûr, François. Oui. Promis, c'est la dernière. Je voudrais juste savoir comment on fait pour trouver de l'argent pendant cette époque pour faire un film. Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question et c'était très difficile. Voilà. En gros, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Vicente Minnelli avec Kirk Douglas, où Kirk Douglas joue le rôle d'un producteur qui a fait des films d'horreur avec pas d'argent. Et en fait, c'est des histoires un peu de Jacques Tourneur et de Val Newton qui faisaient des films d'horreur en mettant beaucoup d'ombre parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour les faire. Donc, ils faisaient des monstres qu'on ne voyait pas. Et on dit qu'une partie d'ailleurs de l'esthétique de Jacques Tourneur, c'est-à-dire de ne pas montrer à l'écran l'horreur, c'est-à-dire mettre l'écran hors champ, c'était lié aussi au fait qu'ils n'avaient pas d'argent. Et à l'époque, il y a eu, donc pendant la guerre, il n'y avait pas d'argent. Le seul studio qui avait de l'argent, c'était la Continental. Donc, un certain nombre de gens ont bien accepté de travailler pour la Continental parce qu'il y avait un peu d'argent. Les autres n'en avaient pas. Et donc, Autant Lara n'avait pas d'argent pour faire son film. Donc ils ont été les rois du système D. Ils ont été d'une inventivité incroyable. Ils ont trouvé des palliatifs. Ils ont été chercher… tout le monde se plaignait qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas assez d'électricité, il n'y avait pas assez de tout, quoi, pour payer les acteurs, pour payer Mais il y en avait quand même suffisamment pour faire 220 films pendant cette période-là, qui étaient des films avec des budgets qui étaient à la moitié des budgets d'avant-guerre. Voilà. Donc, ils ont trouvé ils intégraient dans la planification des films le fait qu'ils auraient beaucoup moins d'argent qu'avant la guerre. Je pense que le fait aussi que la plupart des cinéastes importants de l'avant-guerre étaient partis pour des raisons diverses, surtout parce que s'ils étaient restés, ils auraient été envoyés dans des camps. Ça a amené des gens qui étaient moins cher payés à la place d'abord, et puis aussi qui avaient une capacité à inventer leur cinéma puisqu'ils n'avaient pas à se réinventer en le faisant. C'est plus facile pour Clouzot d'inventer un mode, encore que Clouzot était à la Continentale, donc c'est un mauvais exemple, pour Autant Lara, d'inventer une manière de travailler nouvelle que pour Duvivier de se réinventer pendant cette période-là. Mais Duvivier était aux États-Unis et Autant Lara en France. Et donc, ils ont inventé une manière de travailler qui coûtait moins cher. Merci beaucoup. Le problème principal, c'était l'électricité. Souvent, il y avait des coupures d'électricité et donc, ils étaient obligés d'arrêter les tournages parce qu'évidemment, sans électricité au cinéma, on ne fait pas grand-chose. Il faut de l'éclairage. Voilà. Merci.
Merci. Donc, si on n'a plus de questions, merci beaucoup, Édouard Wentrop. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour cette belle alors, masterclass, hein, puisque c'était sur Douce. On vous retrouve très prochainement sur d'autres masterclass à venir et à très bientôt. Merci à tous et merci aussi aux auditeurs. C'est vrai qu'on a quelques auditeurs parce que c'est quand même plus confortable pour vous qui faites la masterclass d'avoir des gens à qui parler en face. C'est pour ça que… Merci beaucoup.